Bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Donc encore, merci. Merci à vous d'être présents, à cette conférence des métiers. Merci aussi, à ceux qui vont intervenir. Donc, effectivement, nous organisons cette conférence des métiers, pour vous parler des métiers divers et variés, et pour cela, nous serons accompagnés, d'anciens diplômés de l'IMSI, dans différentes promotions qui œuvrent aujourd'hui dans ce secteur professionnel, et d'alternants aussi qui sont en train de vivre leur alternance et qui sont à même de vous parler, aussi bien les anciens diplômés que les alternants, de leur métier de manière opérationnelle. Donc merci à eux. Je vous informe que cette conférence est enregistrée. Et donc, au niveau de l'organisation, surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Et une fois qu'on aura fini cette conférence, on répondra à toutes vos questions, soit par le chat, soit parce que vous voudrez prendre le micro. Allez, donc on démarre et on va vous parler donc de l'immobilier en France et donc des métiers. Alors, l'immobilier en France, ben, c'est un secteur, qui a toujours été résilient, qui a toujours été agile. Effectivement, c'est un secteur majeur, simplement parce qu'il est vital. Pourquoi? Simplement parce que après le secteur de la santé, c'est un enjeu essentiel, et c'est un secteur qui est toujours à la recherche d'innovation. Vous l'entendez, avec les nouvelles normes réglementaires, développement durable, rénovation énergétique. C'est un secteur qui est tout le temps en phase d'imaginer les nouveaux biens de demain, de les réhabiliter, mais aussi pour répondre aux besoins aujourd'hui des clients, qui changent, qui évoluent, et donc de répondre surtout à cette évolution et à cette réglementation. Alors, aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, vous entendez que ce secteur est bousculé, et ça, je ne vais pas vous mentir, oui, il est fortement bousculé. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'était un secteur résilient, oui, mais il y a un pan de ce secteur qui est aujourd'hui très malmené, parce que qui n'a pas entendu que les taux de crédit avaient augmenté, que le pouvoir du coût des ménages avait baissé, que les matières premières avaient explosé, et donc on a tout un pan du secteur qui est en ce moment plutôt fragilisé, et qui est obligé un petit peu de faire le dos rond. Ça sera une crise qui va certainement durer 2-3 ans. Alors après toute crise, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un très très fort développement. Néanmoins, ce qui est intéressant avec ce secteur, c'est que c'est un secteur où il y a tout un pan d'activité qui est en fort développement, et donc à tel point que, au niveau de l'IMSI, nous avons tellement d'offres d'emploi que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir toutes les satisfaire. Et de toute façon, malgré cette crise, il y a quand même 75% des dirigeants qui confirment leur intention de recruter dans les 3 ans à venir. Donc non, tout ne s'effondre pas dans l'immobilier, c'est bousculé, mais il y a encore des opportunités. Donc là, vous vous êtes inscrit à cette conférence, et moi, j'ai envie de vous poser une question, simplement de vous demander, vous pouvez me répondre sur le chat, c'est quel métier qui vous vient à l'esprit quand on parle de l'immobilier? Allez, j'attends quelques réactions de votre part pour voir si vous connaissez tous les métiers de l'immobilier. Peut-être, mais dans ces cas-là, on vous dit au revoir. Mais je ne crois pas. Gestion de copro, oui, très bien, exact. C'est tout. Les promoteurs, agents conseillers immobiliers, et négociateurs, oui. Bon, on a déjà vu pas mal. Travailler dans le patrimoine, oui. Gestion loc, OK. C'est pareil. Bon, donc déjà, en tout cas, vous avez déjà des connaissances, hein, effectivement.
Oui, responsable programme dans le neuf. Vous avez, connaissance de certains métiers, mais on va vous parler de métiers, sûrement, dont vous n'avez peut-être, jamais entendu parler et en tout cas, même les métiers que vous venez de citer, ce qui va être bien, c'est qu'on va vous en parler un peu de manière, un peu opérationnelle. Donc, il y a, donc, nous avons, d'abord les métiers, accessibles après un BTS profession immobilière ou un bachelor. Ce sont des métiers qu'on retrouve dans le secteur de l'immobilier résidentiel et vous voyez là, c'est plutôt gestion, que ça soit la gestion locative, technique ou la gestion de copropriété, vous l'avez cité. Mais il y a aussi la transaction commercialisation. Donc moi, je vais démarrer par vous parler d'un métier qui est, le négociateur, ou le conseiller en transaction ou le conseiller immobilier. Il a plusieurs noms, comme beaucoup et en fait, un négociateur immobilier, c'est un professionnel qui joue le rôle d'intermédiaire entre un vendeur ou un acheteur ou bien, intermédiaire entre un propriétaire et un locataire. En fait, les missions principales, c'est le conseil et la négociation. Et donc, du coup, qu'est-ce que sont les tâches qu'un négociateur doit mener pour exercer ce métier? Ben, d'abord, il doit analyser le marché immobilier. Il doit rechercher toutes les opportunités d'affaires dans sa zone géographique, dans sa zone d'intervention. Ensuite, il va visiter et analyser les biens qu'il y a à vendre ou à louer, parce qu'il va falloir qu'il en détermine la valeur. Enfin, il va faire visiter, bien sûr, ces biens, aux potentiels acquéreurs. Et pour que, la visite, débouche, sur, une vente ou une location, il va, faciliter l'achat, en établissant aussi les dossiers financiers pour l'acquisition de ces biens. Il y a, une tâche qui m'importe beaucoup, c'est, le suivi de la clientèle. Quand vous êtes un négociateur, que vous faites, le job, bien le job, que vous faites et que dans ce job, il y a le suivi de vos clients, sachez que les clients, ce sont des prescripteurs. Si un client à qui vous avez vendu ou loué un bien est content du négociateur, il va en parler dans son entourage professionnel, dans son entourage familial, amical et chaque fois, ça va faire la boucle et quand une personne aura un projet, il se rappellera qu'un tel lui a parlé d'un négociateur et il viendra, vous voir parce qu'on lui a dit du bien de vous. Donc ça, c'est très important, le suivi de la clientèle. Donc en fait, pour faire ce métier, je vous l'ai dit, il faut, maîtriser son marché local. Il faut, être au courant des prix, il faut être au courant des biens, il faut être au courant des endroits les plus demandés aussi. La concurrence, il faut faire une veille concurrentielle, bien entendu. Ce qui est très important, c'est, la disponibilité pour les clients. Ça, c'est une des premières qualités qu'un négociateur doit avoir. Après, le sens de la négociation, bien sûr. Et donc du coup, il faut aussi de la rigueur, de l'organisation, le sens du relationnel. Ça, ce sont, vraiment, des compétences très importantes ou des qualités très importantes. Et après, bien entendu, il faut avoir une bonne connaissance, du cadre juridique parce qu'aujourd'hui, ben, on ne peut pas faire de l'immobilier sans avoir une connaissance de ce cadre juridique et des modalités de financement. Parce que, bah, c'est le nerf de la guerre et c'est ça qui vous fera, transformer, l'essai. Donc voilà un petit peu, rapidement ce qui est, un négociateur et maintenant, bah, je vais passer la main à Valérie Mire qui, elle, va vous parler du négociateur mais en VFA. Bonsoir à tous, donc je suis ravie d'être là parmi vous ce soir. Je prends donc la suite de Marie pour vous parler du négociateur. Et le négociateur en VFA, il a une particularité, c'est que lui, il va vendre un bien qui n'est pas construit, à la grande différence du premier qui, lui, va vendre un bien qui existe. Lui, il va vendre un bien qui n'est pas construit. Alors VFA, qui a l'air d'être un nom un peu barbare, ça veut dire vente en l'état futur d'achèvement. Donc, vous avez certainement vu déjà autour de chez vous, en vous promenant, des petites bulles de vente qui sont en général au bord du trottoir. Vous avez une super belle image au-dessus avec une belle résidence qui en général a un très joli nom. Et là, on vous dit bientôt, dans quelques mois, vous verrez ici construit la résidence qui prendra place là.
Le vendeur en VFA, lui, il va être à l'intérieur de cette bulle de vente et en fait, il va accueillir des gens qui se trouvent autour, qui se disent tiens, moi ça m'intéresse, j'habite d'à côté, je suis locataire, j'aimerais bien acheter, ou des gens qui se disent tiens, j'aimerais bien investir pour défiscaliser parce que je vois que j'ai le droit à des aides et puis mettre en location ce bien. Donc il va les accueillir et puis son objectif à lui, ça va être en fait de permettre à un futur acquéreur de se projeter, c'est-à-dire de pouvoir lui montrer des plans. Il va travailler sur des plans, il va leur proposer, il va étudier son client pour savoir si c'est une famille qui a besoin de plusieurs chambres, quel est son besoin, et puis à partir de là, il va l'aider à se projeter dans ce bien, peut-être à l'accompagner pour après choisir une cuisine, etc. L'objectif pour lui, c'est de vendre ce bien. Et il va accompagner ensuite son futur acquéreur jusqu'au moment où on va lui livrer les clés. Et donc, quand la construction sera terminée, effectivement, les clés sont livrées et son métier, son travail s'arrêtera là. Donc, lui, à la grande différence du négociateur traditionnel, il ne va pas prospecter, dans le sens, il ne va pas chercher de biens à vendre, puisque lui, dans sa bulle de vente, il a à côté de lui le terrain sur lequel des biens vont être construits. Donc, son objectif, c'est de vendre un maximum de biens dont on lui a donné la vente sur place. Donc voilà, le métier de négociateur transaction en VFA. Et puis, il y a un autre métier également qui s'appelle négociateur, mais qui est ce qu'on appelle le négociateur en location. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, on parle de négociation, puis on parle de location. Eh bien oui, parce que le négociateur en location, son objectif, lui, ça va être de trouver des biens, de trouver des propriétaires qui ont des biens à louer, qui ne veulent pas finalement s'en occuper eux-mêmes et qui souhaitent le confier à une agence. Donc, son objectif, c'est de trouver des propriétaires intéressés pour lui confier leurs biens en location. Ensuite, bien évidemment, il va travailler avec lui pour établir, pour voir au niveau du loyer, quel montant du loyer il attend. Il va être donc trouver ensuite des locataires pour s'installer dans ce bien, vérifier bien sûr la solvabilité pour s'assurer que le locataire puisse bien payer effectivement le loyer tous les mois. Et puis, quand le locataire va partir, son objectif va être le plus tôt possible de trouver un nouveau locataire pour ce qu'on appelle ne pas laisser le logement vacant, c'est-à-dire ne pas laisser le logement sans personne dedans, parce que quand il n'y a personne, la personne ne paye pas le loyer. Lui, son objectif, c'est que son propriétaire qui lui a confié le bien soit content de lui et qu'il puisse continuer effectivement à proposer des locataires pour pouvoir continuer à verser des salaires. Donc voilà celui qui est négociateur en location. Maintenant, on va aborder le métier, qui est un des autres grands métiers auxquels on accède quand on démarre effectivement sur le résidentiel, qui est le métier de gestionnaire locatif. Pour en parler, je vais passer la main à Chloé. Chloé est chez nous actuellement alternante. Elle est donc sur un métier, sur un poste de gestionnaire locatif. Et elle va nous expliquer ses grandes missions et ce qui lui plaît en fait dans son métier aujourd'hui. Chloé, je vous passe la main. Merci. Alors, bonjour, donc moi c'est Chloé, j'ai 21 ans et je suis en première année de master à l'IMSI, du coup en alternance en gestion locative. Mon parcours à l'IMSI, je suis rentrée tout de suite en post-bac à l'IMSI en BTS profession immobilière. Ensuite, j'ai poursuivi en bachelor où là, je suis en retrait en alternance, du coup en gestion locative dans une agence immobilière dans le 95. Et ensuite, là, ma première année de master, elle est aussi en alternance et j'ai poursuivi dans la même alternance. Donc, je suis gestionnaire locatif depuis 2 ans en alternance. La gestion locative, donc Valérie Mire parlait tout à l'heure du négociateur en location. Donc, moi, je vais prendre le relais après le négociateur. Le négociateur en location, il va s'occuper donc de chercher le locataire, voilà, tout ce que disait Valérie Mire juste avant. Et moi, je vais m'occuper ensuite, une fois que le locataire est dans le bien, de gérer ses demandes, de traiter ses demandes et vraiment de m'occuper de toutes ces demandes pour tranquilliser le propriétaire, en fait, qui nous a laissé son bien en gestion. Voilà, c'est vraiment d'assurer la tranquillité du propriétaire qui se verra déchargé de tous les aspects de la gestion avec son bien en location. Donc, on va avoir 5 grandes parties en gestion locative avec la gestion courante. Par exemple, un locataire qui a perdu son BIP, je dis n'importe quoi, mais voilà, on va l'aider à retrouver un BIP avec le syndic. Voilà, on va faire vraiment l'intermédiaire. Ensuite, on va avoir les travaux, des demandes de travaux avec, par exemple, le locataire, il a une fenêtre qui laisse passer l'air et il voudrait avoir une nouvelle fenêtre.
Donc voilà, on va faire la demande auprès du propriétaire. C'est nous qui assurons l'intermédiaire avec le propriétaire. On va demander au propriétaire s'il est d'accord. Est-ce que on change la fenêtre, on change pas la fenêtre? Pour ça, on va faire des devis. Donc on va faire appel à des prestataires. Et voilà, le propriétaire ne fait rien. Juste, il va donner son accord ou pas. Voilà, on lui donne des devis, il valide ou pas les devis. Enfin voilà, on s'occupe vraiment de toutes les demandes, de s'occuper de tout avant. Le propriétaire, il n'a plus qu'à donner son accord pour faire des travaux. On gère aussi la partie du coup après la validation du devis. Une fois que les travaux sont validés, il faut qu'ils soient réalisés. Donc pareil, ça, c'est nous qui nous en occupons. On appelle le locataire, on fait les disponibilités pour avoir le rendez-vous des travaux, etc. Donc voilà pour les travaux. Après, on a une partie sinistre. Par exemple, donc très souvent, c'est des dégâts des eaux. Par exemple, une machine à laver qui déborde, bah voilà, le locataire, ça a abîmé le sol, ça a abîmé les murs, il y a de l'eau partout. Bah, on va faire l'intermédiaire avec le propriétaire et les assurances. On va s'occuper de la déclaration d'assurance, de la remise en état du bien, des réparations nécessaires, voilà. Donc avec les prestataires, les assurances, voilà. Et puis encore une autre partie, ça va être le contentieux. Il faut qu'on s'assure bien que les locataires règlent leur loyer et leurs charges tous les mois en temps et en heure pour que le propriétaire perçoive ses loyers tous les mois. Donc on va s'occuper de relancer les locataires qui sont un peu en retard et puis s'occuper d'avoir le loyer tous les mois. Et puis s'il faut, on ira plus loin en faisant vraiment une procédure juridique. Ça, c'est vraiment poussé quand on a beaucoup d'impayés. Et ensuite, on va avoir le retour dépôt de garantie. Donc le locataire, quand il loue un bien, il a un dépôt de garantie. Et à la fin, on compare la sortie et l'entrée dans les lieux du locataire. S'il y a des différences, on fait des devis pour retenir de l'argent sur le dépôt de garantie. Donc voilà, c'est les 5 grandes parties, la gestion courante, les travaux, les sinistres, le contentieux, donc les loyers impayés, et les dépôts de garantie. Donc l'objectif, c'est vraiment de tranquilliser le propriétaire, d'être l'intermédiaire, de traiter toutes les demandes. Donc une journée type, ça va être le matin, on traite les mails, beaucoup de mails des locataires. Ensuite, on suit nos dossiers de l'assurance, les assurances, les prestataires. On voit l'évolution des travaux. Et voilà, tous nos journées sont rythmées comme ça. La gestion des demandes par mail et par téléphone. Et puis la gestion des dossiers au fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Merci, merci. Alors, on devait donc accueillir Yves-Yanis Selmi, qui est gestionnaire de copropriété chez Nexity et diplômé de l'IMSI promotion 2022, mais malheureusement, il y a une demi-heure, il a eu un petit souci, il ne pourra pas C'est bon, être là, mais ce n'est pas grave. J'ai réussi à... C'est pas ça. C'est Je pas viens de- Yanis, Pas grave. excusez-moi, Non. c'est pas vous. Oh là, je suis vraiment confuse. Donc, du coup, on a la chance, c'est pas lui qui a un souci. Donc, Yves Yanis qui va nous parler effectivement de votre métier, gestionnaire de copropriété chez Nexity, métier très demandé. Donc, je vous laisse la parole là. Et encore 1000 excuses. Non, mais vous avez raison parce que je sors d'Assemblée Générale, donc j'ai réussi à finir assez rapidement. Super. Alors, donc, je m'appelle Yvianis, j'ai eu mon master à l'IMSI. J'ai fait 5 ans en études, j'ai fait du coup 5 ans d'immobilier. Ma première année en alternance, je l'ai fait en transaction, ma deuxième en gestion locative, ma troisième en gestion de patrimoine immobilier, et mes 2 dernières en copropriété, donc en tant qu'assistant. Et donc, je suis depuis septembre gestionnaire junior chez Nexity Richardière. Et alors, le syndic, vous en avez sûrement déjà entendu parler, pas forcément bien, mais je vais essayer de tourner la chose un peu au mieux. Donc moi, en tant que gestionnaire, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout se passe bien dans l'immeuble. Tout se passe bien, c'est-à-dire, je fais en sorte que concrètement, si vous avez l'électricité chez vous, c'est moi qui paye les factures d'électricité de l'immeuble, les factures d'eau, l'assurance de l'immeuble. En fait, concrètement, moi, je fais en sorte que tout roule dans l'immeuble comptablement. Ça veut dire que je suis un trio. En fait, il y a le gestionnaire, le comptable et l'assistant du gestionnaire. Le comptable, lui, va payer toutes les factures qui arrivent pour l'immeuble. Moi, je vais dire à l'immeuble, voilà, vous avez, on va dire,
selon l'immeuble, tant de factures à régler parce que vous consommez tant. En fait, c'est tout bête, mais je suis la relation entre le professionnel qui va interagir sur l'immeuble et le non professionnel qui est propriétaire. À savoir que, je suis en relation avec, un conseil syndical, donc c'est, des délégués, on va dire, des propriétaires qui sont dans l'immeuble et je vais leur dire: «Voilà, actuellement, il y a, au deuxième étage un tuyau, qui est cassé, bah, faut le réparer. J'ai envoyé un plombier, il m'a envoyé un devis. Est-ce que vous validez le devis? Oui, allez, on fait la réparation». Heu Dans l'idée, concrètement, c'est moi qui vais, les convoquer les propriétaires à l'assemblée générale, c'est moi qui vais proposer les travaux, c'est moi qui vais suivre, les travaux, sur un chantier, parce qu'on fait un ravalement. Imaginons on refait la toiture, bah, pareil, c'est moi qui les propose. En fait, sur un immeuble, dès que vous avez un problème, en général, c'est moi que vous allez appeler. C'est vraiment le syndic que vous allez appeler parce que c'est moi qui va vous mettre enfin, c'est moi qui vais mettre en relation, heu, tout le monde avec, un électricien, un plombier, un architecte, heu, un couvreur. L'idée, c'est que vraiment le rôle du gestionnaire, c'est faire en sorte que, vous ayez, pas de pluie, qui tombe, chez vous parce que vous êtes au dernier étage, faire en sorte que, si vous avez, de l'eau qui coule, d'une canalisation, bah, la réparer. Je vous convoque aussi tous les ans en tant que propriétaire, je convoque tous les ans les propriétaires, à l'assemblée générale pour parler des finances de l'immeuble, pour, parler des futurs travaux à engager, hem, pour dire par exemple, bah, voilà, au rez-de-chaussée, actuellement, la porte accès, enfin la porte accès rue fonctionne pas, bah, faut la faire réparer et bah, concrètement, imaginons le devis, il est à 1 000 € et bah, vous propriétaire, vous pouvez me dire, enfin conseil syndical, vous pouvez me dire, que, on va, changer la porte, mais plus particulièrement si le remplacement il est à 5 000 €, bah, je vais attendre l'assemblée générale pour vous proposer, le changement de porte. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis vraiment que en relation avec les copropriétaires. Je parle pas du tout aux locataires. Dans le sens où imaginons, vous êtes propriétaire bailleur, vous avez un locataire, qui, crée des nuisances, bah, moi, je vais pas envoyer de courrier, ou de mail au locataire, je vais envoyer un mail au propriétaire parce que tous les propriétaires sont responsables de leurs locataires. Heu voilà, enfin l'objectif vraiment du gestionnaire, c'est, de faire en sorte que l'immeuble roule au quotidien. Quand il y a un gardien ou une gardienne, bah, c'est moi qui vais, l'embaucher et le payer pour le compte de l'immeuble. C'est un métier qui est assez méconnu, enfin pas méconnu, mais qui est mal connu. Parce qu'on a l'impression que c'est toujours moi qui vais, régler tous les problèmes, sauf que moi je ne m'occupe vraiment que des parties communes. Donc parties communes, c'est les couloirs, c'est la cour, c'est vraiment ce que tout le monde peut voir et les parties privatives, c'est les appartements. Moi, je m'occupe pas du tout des appartements. Si vous avez, la peinture d'un appartement qui craquelle, bah, ça, c'est pas moi que vous allez voir, c'est plutôt la gestion locative, par exemple, si vous êtes locataire. Moi, en tant que syndic, je vais vraiment m'occuper, vraiment des couloirs, dans l'immeuble. Si une ampoule saute dans les couloirs, bah, c'est moi qui vais mandater un électricien pour faire le changement. Heu, Imaginons, je sais pas, une situation toute bête, mais qui arrive assez régulièrement. Heu, Imaginons, ouais, vous avez, une fontaine dans la cour et la fontaine fuit, bah, c'est moi qui vais engager le plombier pour la faire réparer. Enfin voilà, et en fait, c'est un métier où on se rend pas compte, mais qui est, très administratif, mais aussi, très, sur le terrain. Je vais, on va dire 1 jour sur 2, je suis sur les immeubles parce que j'ai une réunion de chantier parce qu'il y a des travaux, parce que je vais réunir, avec, le conseil syndical, donc les délégués, des propriétaires. Je vais me réunir avec eux pour voir qu'est-ce qui se passe sur l'immeuble parce qu'il y a un sujet. Vraiment, je suis très, très, très régulièrement sur les immeubles. C'est pas du tout c'est un métier de terrain. Gestionnaire, c'est vraiment un métier de terrain. Heu, Si vraiment vous aimez, l'immobilier, vous aimez, entretenir un bien, quand je dis un bien, c'est vraiment à taille, d'immeuble. Et moi, la chance que j'ai, c'est que je travaille que sur des immeubles haussmanniens et j'adore ça, donc c'est plutôt une chance parce qu'en général, quand on travaille sur Paris, on a soit de l'haussmannien, soit des immeubles années 2000, années 70 ou années 50, et c'est pas du tout le même type de gestion et le même type de problématique. Et en fait, en tant que gestionnaire, on se spécialise pas, mais on sait comment traiter un problème par rapport, aux caractéristiques de l'immeuble. Et après, bien sûr, il faut aussi savoir s'adapter à son conseil syndical parce que tout le monde ne réagit pas pareil. Ça veut dire qu'on va avoir des immeubles où, bah, les propriétaires, ils vont être, je sais pas, ils vont être fleuristes, ils vont être,
comptables et ils vont pas savoir forcément qu'est-ce que je vais raconter lors des assemblées générales parce que je vais avoir un discours assez immobilier. Par contre, on peut avoir des avocats, des juristes, des agents immobiliers qui vivent dans l'immeuble et du coup, bah, eux, ils vont être assez pointus sur ma manière de m'exprimer, sur les informations que je peux leur donner parce qu'ils vont aussi un peu s'y connaître. Donc vraiment, c'est un métier où je suis très proche de mes clients parce que je les ai tout le temps par mail, je les ai tout le temps par téléphone. Dès qu'il y a un problème, ils m'appellent et en même temps, je dois être assez proche aussi des fournisseurs parce que, dès qu'il y a une fuite, bah, faut que mon plombier assez privilégié, il faut qu'il vienne hyper rapidement et puisse intervenir assez rapidement. Il faut que j'ai pu avoir un architecte assez rapidement aussi si jamais il y a un problème de structure. Enfin voilà, je suis proche de mes fournisseurs, proche de mes clients. Je fais vraiment, l'objectif, c'est, que sur un immeuble, il y a plein de gros métiers qui interviennent dessus. Donc, on va dire qu'un immeuble, à l'année, on va y avoir un électricien, un plombier, un couvreur, un architecte, un cordiste, tous ces corps de métiers qui vont interagir sur l'immeuble et moi, je dois pouvoir comprendre leur jargon professionnel et le raconter à des non professionnels, vraiment dédiaboliser la situation à des non professionnels. Donc, c'est un métier où je dois connaître beaucoup de choses dans l'immobilier, où j'en apprends tous les jours et en même temps, je dois, faire presque psychologue à devoir, tout dire, aux gens, de manière, très facile pour que tout le monde comprenne très bien, pourquoi, pourquoi le tuyau à remplacer entre le premier et le 3e étage, ça coûte, 7 000 €. Donc pourquoi je vous fais dépenser 7 000 €? Bah, je dois vous l'expliquer, en détail. Donc voilà, je crois que Merci. j'avais pas trop de plans sur mon explication, je suis un peu partout mais, j'espère avoir, expliqué au mieux ce métier. C'était très vivant, donc ne vous inquiétez pas et en plus, vous êtes la preuve que les assemblées générales peuvent se terminer, vers 18h et non Ah pas à oui, minuit. ah oui Donc et ça, c'est j'ai important ah parce que je c'est crois que vous l'avez dit, ce métier est souvent à mauvaise presse parce qu'on pense qu'on finit à pas d'heure et qu'aujourd'hui, c'est un métier qui effectivement, bouge donc merci beaucoup c'est ça. pour votre, témoignage et du coup, on va Merci à vous. là passer la main à Valérie Mire qui va reprendre la main. Tout à fait. Bah, écoutez, je reprends la main. Alors, avant de vous parler des métiers accessibles après un master, pour conclure sur ce qu'on a dit ou ce qu'on a entendu, d'une part, on a parlé, vous avez compris que là, on a beaucoup parlé de logement, mais dans le logement privé. Bien évidemment, vous avez également des métiers en gestion locative dans le logement social. Aujourd'hui, on a même de la transaction et de la gestion de copropriété, puisque aujourd'hui, le logement social est rendu accessible dans certaines parties. Donc, c'est un univers important qui en bouge beaucoup, puisque la pyramide des âges fait qu'on a beaucoup de gens qui vont partir à la retraite aujourd'hui dans tout ce qui est habitat social. Donc, c'est aussi un univers qui recrute et qui a besoin de jeunes, donc qui n'hésite pas non plus, et en termes de mission et en termes de salaire, à vous proposer des postes intéressants. Un autre point également, on a entendu parler donc du métier gestionnaire copropriété, du gestionnaire locatif. Alors, il y a des gens qui vont, après leur BTS ou leur bachelor, effectivement, aller travailler dans ces métiers-là, qui vont le permettre d'avoir en général, au début, on est plutôt assistant. Plus le diplôme est haut, plus on a eu d'expérience, donc plus on a d'autonomie dans son poste et effectivement, plus le salaire en général va aussi avec. Et puis, vous avez des gens comme les personnes qui nous ont parlé qui viennent de témoigner, qui, eux, sont allés jusqu'en bac+5 sur ces métiers-là, avec d'abord pour accéder à un poste qui va être plus un poste de junior, mais pas très longtemps, pour accéder à un poste assez rapidement voilà, de gestionnaire de copropriété ou gestionnaire vraiment locatif, avec bien sûr un niveau de rémunération supérieur et un autre niveau d'autonomie. Et surtout, quand on va dans l'univers du résidentiel et continue vers un bac+5, c'est qu'on a envie assez rapidement aussi de pouvoir être amené à manager. Donc, à manager soit une équipe de gestionnaires, soit une équipe de transactionnaires. Et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, nous avons des jeunes qui souhaitent, après leur bachelor, continuer donc encore 2 ans. Alors, soit, effectivement, quand on est en résidentiel, plutôt pour aller vers des métiers qui vont permettre assez rapidement d'aller vers du management en devenant ou directeur adjoint ou en gestion des équipes, soit parce que vous allez voir, on a envie d'aller aussi vers d'autres métiers qui nécessitent des techniques immobilières beaucoup plus complexes et que pour les acquérir, il va falloir avoir 2 ans, 2 ans de formation supérieure. Et on va rentrer un petit peu là maintenant dans les domaines qui sont accessibles quand on va aller sur un niveau master. Alors,
Il y a 6 grands domaines dans la partie des services immobiliers, puisque nous, bien évidemment, on part des services immobiliers. La construction, ce n'est pas notre partie à nous. On a le gestionnaire immobilier, on en a entendu parler tout à l'heure dans le résidentiel, mais vous allez voir qu'on fait de la gestion dans tout ce qui est construit. Donc, tout ce qui est construit, c'est gérer des immeubles de bureaux, gérer des centres commerciaux, gérer un hôpital. Donc, tous ces biens-là qui existent et qui sont construits, il faut les gérer. On y fait de la gestion technique, c'est-à-dire qu'il faut bien gérer aussi un petit peu comme le copropriétaire des parties communes, des parties qui sont plus techniques, qui vont être les problématiques d'ascenseur, d'assurance. Donc, il y a aussi cette partie-là en dehors de la partie d'habitation. Il va y avoir de la transaction et de la commercialisation également dans ces secteurs-là. Bien évidemment, un des grands autres domaines de l'immobilier dans le domaine des services, c'est toute la partie promotion immobilière qui, elle, intervient en amont, avant que le bien soit construit, c'est-à-dire quand le bien n'est pas encore là. Et on va rentrer un petit peu dans le détail avec les témoins que nous allons voir. Et puis, vous avez le domaine de l'investissement qui, lui, est là pour s'assurer de la rentabilité, donc avec des objectifs précis de rentabilité. Et le métier d'expertise immobilière qui, lui, on va en parler un petit peu tout à l'heure, qui, lui, a la particularité d'être en capacité d'évaluer de façon très précise un bien et qui souvent va être appelé pour des raisons judiciaires. Les tribunaux vont faire appel à eux pour mener ces types d'expertise. Soit c'est de l'expertise du foncier, donc de la terre ou des forêts, soit l'expertise de biens. Donc maintenant, je vais vous parler, ou je vais passer la main. Attendez, que je ne me perde pas dans mon petit document. Merci beaucoup, Charlotte. Je vais passer la main à Léa, qui, elle, pour le coup, est dans le logement social, qui est gestionnaire de sinistres et qui va nous expliquer effectivement quelles sont ses grandes missions. Merci. Alors bonjour. Alors rapidement, je vais parler vraiment rapidement de mon parcours. Donc j'ai fait 5 ans en alternance, donc de mon BTS jusqu'à mon master, et seul le master, je l'ai fait à l'INSI. Donc déjà, si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé un minimum par l'école, que je recommande vraiment, hein, puisqu'on a le droit de faire un peu de pub, je vais aussi en faire pour l'école. C'est une école avec une administration qui est à taille humaine, et c'est vraiment assez sympathique en fait d'avoir l'administration toujours à notre écoute, vraiment. Voilà. Ensuite, rapidement, je vais parler de mon employeur, Paris Habitat, et déjà vous parler de c'est quoi un bailleur social? Parce que c'est un gros mot et on sait pas trop, enfin un grand mot on va dire. Donc en fait, c'est un organisme chargé de construire, plus ou moins en tout cas à Paris, et gérer des logements sociaux. C'est ce qu'on appelle communément des HLM, donc des habitations à loyer modéré. Donc on est en opposition un peu avec le logement privé puisque, nos loyers sont réglementés, on ne peut pas dépasser un certain montant au niveau du loyer. Donc pour situer très rapidement, Paris Habitat, à ce jour, le plus gros bailleur social implanté à Paris, en tout cas le plus gros bailleur social parisien implanté, à Paris en petite couronne. On est 2 800 collaborateurs pour à peu près 125 000 logements, compris à Paris en petite couronne. Bon voilà, ça c'était les chiffres un petit peu, ennuyeux. On est une grosse entreprise, donc dans ce genre d'entreprise, on a vraiment, beaucoup de corps de métiers, différents, dans lequel on retrouve, le gestionnaire sinistre, que je suis depuis septembre. Heu et donc un gestionnaire sinistre, il intervient, au niveau des sinistres. Donc on va rencontrer plusieurs types, des dégâts des eaux qui sont vraiment la majorité, donc c'est à partir du moment où il y a une fuite, enfin dès qu'il y a de l'eau qui n'est pas censée être à cet endroit, qui coule partout, voilà, dégâts des eaux, c'est ça, c'est ce qu'on rencontre le plus. Il y a aussi après, d'autres sinistres comme, des incendies, du vandalisme. Donc le vandalisme, c'est de la dégradation de biens. On va avoir du vol, voilà, et après, d'autres petites choses, qui sont un peu moins, générales. Du coup, on est dans une grosse entreprise, moi je travaille en étroite collaboration avec le gérant. Le gérant, c'est à peu près l'équivalent du, gestionnaire de copropriété. En gros, je vais pas vous donner, trop de détails, mais c'est en gros ça. Et donc moi, j'interviens une fois que, par exemple, en cas de dégâts des eaux, la fuite est réparée. Moi, j'interviens vraiment, plus tard, c'est pour réparer les dégâts, reprendre les peintures, par exemple, reprendre le sol s'il est, à reprendre. Et entre-temps, j'ai d'autres tâches, administratives et de terrain à faire. Donc pour reprendre le PowerPoint, je conseille et accompagne les locataires. Je leur explique la marche à suivre, auprès de leur assurance. Je leur dis, de les contacter, de déclarer et cetera. Donc je leur explique vraiment comment ça va se passer, de les rassurer aussi parce qu'on rencontre beaucoup de locataires, différents, dont des personnes qui vraiment ont des difficultés même avec la langue française. Donc c'est vraiment une approche particulière. Hem,
Je valide, j'enregistre les déclarations de sinistre. Donc, c'est moi, administrativement, par informatique, qui enregistre et qui suit mes dossiers, en fait, au quotidien. Hem Et je travaille en collaboration toujours avec, le gestionnaire, les gardiens, parce qu'on a des gardiens sur tous nos sites. Je rassemble du coup tous ces éléments pour constituer, notre dossier auprès de notre assureur, parce que le but, ça va être qu'on soit indemnisé, donc qu'on nous rembourse au moins une partie, des frais qu'on engage pour réparer, les dégâts. Parce que nous aussi, en fait, les particuliers, enfin, n'importe qui est assuré, pour son logement, mais nous aussi, en fait, en tant qu'organisme HLM, on est assuré pour justement, qu'on soit couvert, en cas de sinistre. Et donc moi, le but, c'est de présenter tous les éléments pour que mon assureur me dise: «Oui, je vous rembourse» ou «Non, le dossier n'est pas complet». Donc c'est à moi de lui présenter, plus de documents, quoi. Hem, Entre autres, je rassemble tout ce qui est factures, de réparation, les devis, comme beaucoup de gestionnaires, comme le disait, Yves, c'est qu'en tant que gestionnaire, on est sur le terrain, donc on est aussi avec les entreprises, les partenaires, voilà. Donc on a des devis, on doit faire des diagnostics, tout ça, vous le verrez en cours. On est obligé de faire des diagnostics selon la date de construction de l'immeuble et donc tout ça me permet de construire mon dossier. Et parfois, il faut savoir argumenter parce qu'en fait, en cas de sinistre, on a des experts qui sont, mandatés par les assurances et en fait, les experts sont là pour dire: «Oui, c'est notre responsabilité, donc c'est à nous de payer», en gros et parfois et ben, les experts sont là pour défendre, l'une ou l'autre des parties et le but aussi de nous, quand on est présent, en tant que gestionnaire sinistre sur le terrain, c'est aussi de pouvoir défendre son dossier et donc de s'allier avec notre expert, si on veut, pour, défendre notre cause et être mieux indemnisés et cetera, parce qu'après il y a toute la loi, qui peut nous bloquer un petit peu sur nos dossiers et quand les travaux sont donc à notre charge, que c'est à nous, d'entamer des travaux, des procédures et cetera, c'est moi qui vais suivre. Ça veut dire que quand je reçois le devis, c'est à moi de l'accepter, c'est à moi de lancer la commande auprès de l'entreprise et du coup de suivre et de m'assurer qu'il soit bien fait, de m'assurer que l'entreprise elle a fait comme elle a dit qu'elle le ferait, comme moi je veux qu'elle fasse les travaux. Est-ce qu'on remet à l'identique et de voilà, de savoir faire la part des choses aussi avec les locataires, et cetera. Je ne sais plus qui parlait d'une journée type, donc je reprends un peu l'idée. Une journée type, bah, ça va être on a beaucoup de de mails et des courriers à traiter, des convocations donc d'expertise. Donc souvent, c'est la première chose qu'on fait, c'est regarder nos mails, pour le suivi de nos dossiers aussi, parce qu'on fait des demandes, de suivi de dossiers, à nos partenaires et cetera et puis parfois, il y a les imprévus. Bon exemple, aujourd'hui, je pensais avoir une journée très banale et puis je me suis retrouvée à gérer les suites d'un incendie, qui est arrivé, la nuit dernière. Donc par exemple, en cas d'incendie, c'est à moi d'aller sur le terrain, heu et puis de mettre en sécurité nos parties communes. Donc l'électricité si elle a été coupée, l'ascenseur s'il y a pas d'électricité, l'ascenseur doit être mis à l'arrêt et remis, en fonctionnement le plus tôt possible. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans ce cas-là et ça a été une journée mouvementée et du coup, je voulais juste en profiter, pour aussi faire la pub de Paris Habitat, on va dire. Donc pour donner juste quelques chiffres, Paris Habitat accueille et forme environ 150 alternants par an, donc ça va du CAP jusqu'au bac+5. Et on a un taux d'embauche d'environ 34 après, le diplôme, donc environ un étudiant sur 3. Voilà. Je sais pas si, j'ai pas été trop Merci vite ou pas beaucoup. assez. Parfait Léa, parfait. On sent que vous êtes passionnée par votre métier. Dans l'échange, en tous les cas, c'est très clair. Donc, Léa nous a parlé d'un des métiers qu'elle celui qu'elle exerce dans le logement social, qui est le gestionnaire de sinistre. Dans le logement social, en fait, il y a beaucoup d'autres métiers, qui est le gestionnaire de logement qui participe aux commissions de logement avec les dossiers des futurs locataires. Il y a le gestionnaire aussi qui s'occupe, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans les immeubles HLM, vous avez aussi parfois en bas un boulanger, un pressing, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des locaux commerciaux, puisque là, on n'y habite pas, c'est un commerce. Donc vous avez des gens qui gèrent ces locaux commerciaux au sein chez les bailleurs sociaux. Vous avez également celui qui gère également effectivement la partie technique, donc le gestionnaire de copropriété dont parlait Léa, qui est celui qui effectivement va s'occuper de gérer les parties communes également de ces immeubles-là.
Donc maintenant, on va passer dans un autre domaine du secteur de l'immobilier, qui est le domaine du tertiaire, qu'on appelle tertiaire ou le domaine d'activité. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce grand domaine-là? En fait, ça va être tous les actifs qui vont être autour de, alors, les bureaux, les centres commerciaux. On va parler également, ça va concerner également tout ce qui est entrepôt. Donc, on est dans un autre univers. On fait toujours la gestion, il y a toujours la transaction, mais vous allez voir, ça fait appel à d'autres types de compétences puisqu'on est on n'est plus sur les mêmes volumes, on n'est plus sur les mêmes valeurs. Et pour nous en parler, on va avoir Marie qui va nous parler du métier de property manager, qui est un métier de gestionnaire, qui va nous expliquer effectivement quelles sont ses missions aujourd'hui et ce qui lui plaît également dans son métier. Merci Marie. Merci à vous. Donc effectivement, je suis property. Pour commencer, mon cursus scolaire a été assez simple. J'ai fait mes 5 années d'alternance au sein du campus IGS, donc de l'IMSI. 5 années en alternance. J'ai fait 4 ans et demi de gestion locative résidentielle, donc comme Chloé. Et puis, en milieu de dernière année de master, je suis passée du côté tertiaire, donc en tant que property manager dans la société où je suis actuellement. Le property manager, c'est un joli mot qui résume un petit peu le poste de gestionnaire locatif, mais dans le secteur tertiaire, comme le disait Madame Mire, on est sur des volumes un peu plus importants que le résidentiel, sur des niveaux de loyer et financiers un peu plus importants que le résidentiel. Pour ma partie, j'ai un portefeuille essentiellement ou entièrement constitué de centres commerciaux. Donc, je vais retrouver des missions classiques de la gestion locative, à savoir la facturation et l'encaissement des loyers, le recouvrement des impayés qu'on peut avoir sur un actif, la réalisation des répartitions des budgets auprès des preneurs et aussi de l'apurement des charges en fin d'année. On a tout le suivi des preneurs en place, le suivi évidemment de nos bailleurs, de nos propriétaires. On a beaucoup cet aspect financier qu'on ne va pas forcément retrouver sur un gestionnaire locatif résidentiel. Ça va passer par beaucoup de reporting, soit mensuel, soit trimestriel, où on va rapporter aux bailleurs la situation financière des centres commerciaux qu'on peut avoir dans nos portefeuilles, de la situation actuelle des preneurs, des différentes aides que les preneurs peuvent nous réclamer, que ce soit des abandons de loyer parce qu'ils sont en difficulté, que ce soit des périodes de franchise ou autres. On a aussi, et de plus en plus malheureusement, la gestion des contentieux. Donc, quand une enseigne tombe en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, c'est à nous de gérer effectivement ce contentieux. Ça va passer par la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, l'accompagnement de cette enseigne jusqu'à sa sortie. Et puis après, on va retrouver des missions un petit peu moins classiques, mais qui vont répondre au marché actuel qui évolue de plus en plus, comme par exemple la gestion des périodes Covid, une période de crise sanitaire qui a été importante pour tout le monde, mais surtout pour les centres commerciaux, où aujourd'hui on rencontre pas mal de fermetures d'enseignes dues à des périodes de fermeture assez conséquentes et donc des pertes de chiffre d'affaires pour les preneurs en place. Donc voilà, c'est tout un accompagnement auprès des preneurs pour essayer de stabiliser un petit peu la situation financière de nos actifs. On peut aussi être mené à gérer des data rooms. Une data room, c'est tout ce qui est autour d'une vente d'un actif. Donc, on va accompagner le preneur sur la vente d'un centre commercial ou, à contrario, on peut être amené à faire des analyses sur des centres commerciaux qu'on n'a pas forcément en gestion, mais sur lesquels le propriétaire s'intéresse pour pouvoir l'acheter et pourquoi pas nous confier la gestion. Donc voilà, c'est beaucoup un travail d'accompagnement, de reporting financier, d'analyse financière. Donc c'est des missions qui rejoignent un petit peu la gestion locative résidentielle, mais à un niveau un peu plus élevé et un peu plus important. Merci beaucoup, Marie. Marie. J'ai vu Merci qu'il y avait une beaucoup. question, je ne sais pas s'il faut y répondre maintenant ou après.
Les questions, alors c'était plutôt après, mais je sais pas, c'est... Comme vous voulez. Allez, on fait les peut-être pour, questions après. On va faire les questions après. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Marie. Alors, c'est le moment où j'excuse vraiment, réellement, Yannick Yomlan, qui est un ancien diplômé de l'IMSI, promotion 2013, et qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous parler de l'asset manager, et du coup, je vais laisser Valérie Mire vous en parler. Alors ça tombe bien, un peu aussi en lien avec la question qui est dans le chat. Donc Yannick, en fait, qui peut pas être là ce soir, gère toute une équipe d'asset manager et de property manager en fait sur son poste. L'asset manager, en fait, lui, il a un objectif précis, c'est l'optimisation et la rentabilisation des placements immobiliers que le propriétaire a confiés. Donc lui, souvent, alors il peut prendre différentes formes suivant les entreprises où on est, mais il va travailler en binôme avec le property manager, dont a parlé tout à l'heure Marie, puisque le property, lui, c'est celui qui en général connaît bien le bien, qui connaît bien à quel niveau de gestion on en est au niveau du bien, qui connaît l'état du bien également. Et en fait, l'asset manager, il va être vraiment, normalement, ça va être un financier pur. Lui, il va travailler sur des fichiers Excel. Il va tenir compte avec les éléments que vont lui donner le property à quel moment de la vie on est bien, comment il est rempli, est-ce qu'il est bien rempli, est-ce que les loyers tombent bien, etc. Est-ce qu'au bout de 10 ans, on va le garder ou est-ce qu'il y a des travaux obligatoires qu'on va être obligé de faire? Du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire ces travaux ou pas? Et en fait, il va être une aide à la décision financière, il va apporter une aide à son propriétaire, il va lui dire, voilà, à ce moment-là, peut-être que ce bien-là, c'est le moment de le vendre parce que sa rentabilité va baisser. Ou il va falloir faire des travaux pour qu'effectivement, on puisse continuer à l'exploiter et qu'il rapporte de l'argent. Donc lui, il est vraiment sûr de l'optimisation. Il est là au moment de l'acquisition d'un nouveau bien. Hein, c'est lui qui va faire tout le business plan d'acquisition, toute la partie financement, la partie fiscalité. Il va tenir compte de tous ces éléments-là pour effectivement accompagner son propriétaire. Sur la prise, sur la vie du bien, il va s'occuper effectivement de l'aider à prendre des décisions en fonction du marché, en fonction de ce qu'on disait également tout à l'heure, de l'évolution de la fiscalité, de la durée de vie du bien, s'il y a des travaux ou pas à mettre en œuvre. Et il va intervenir jusqu'à la vente du bien, effectivement, pour accompagner son propriétaire. Hein. Quand je dis propriétaire, c'est souvent, ça peut être des fonds d'investissement, ça peut être des compagnies d'assurance qui ont énormément de biens qui mettent, puisque ils ont le compagnie d'assurance en France ont une obligation de mettre une partie de l'argent que nous, en tant qu'assureurs, on leur donne. Et en France, on les oblige à en mettre une partie dans des achats immobiliers. Donc, ils ont énormément de biens, effectivement, de ce type-là. Donc, ils vont faire travailler des asset managers. Dans certaines entreprises, en fait, le poste est entre deux. C'est-à-dire que la personne peut à la fois faire le poste de property, en même temps le poste d'asset. Mais parfois, effectivement, ce sont deux postes très différents, mais qui fait que les personnes travaillent ensemble. Donc, voilà. Je vais repasser donc la main à Marie qui va nous parler d'un autre métier important du Est-ce que tertiaire. je peux juste vous illustrer, juste pour qu'ils comprennent bien la différence entre l'asset, juste illustrer, chez nous, l'asset manager, pardon, c'est celui qui va représenter notre client, donc le propriétaire. C'est pas quelqu'un qui est interne à notre entreprise. Et en fait, c'est à cette personne-là, pour mieux comprendre, c'est le représentant de mon propriétaire. Donc c'est à lui, que je vais rendre des comptes sur la situation financière. C'est à lui que je vais demander l'accord pour faire un abandon ou un allègement ou octroyer une aide financière à un preneur. Il est beaucoup plus axé sur la rentabilité du centre, quand nous, on est beaucoup plus, sur la gestion, du centre et la gestion de la vie du centre. Donc c'est vraiment 2 métiers totalement différents, mais on travaille vraiment ensemble pour le centre. Simplement lui, comme le disait madame Mire, c'est, un poste beaucoup plus axé sur l'aspect financier et donc la rentabilité du centre. Merci beaucoup, Marie. Merci. Donc, moi, je vais vous parler du Facility Manager. Alors, Facility Manager, qu'est-ce qu'il fait? En fait, son métier consiste à veiller au bon fonctionnement d'un immeuble et de ses ressources. Donc, ça veut dire qu'il va prendre en charge l'ensemble des services liés à la gestion d'un site.
Facility Manager, on ne connaît pas, mais il y a d'autres appellations que vous connaissez sans doute. Responsable de services généraux, responsable de site, responsable de maintenance. Tous ces métiers, c'est un même métier. En fait, un Facility Manager, ses missions, c'est d'assurer le suivi et la maintenance technique des immeubles. C'est de programmer tous les travaux d'amélioration. Il va avoir à gérer et à négocier tous les contrats techniques et de les suivre, bien entendu. Bien entendu, tous les approvisionnements, il sera obligé de les gérer. Il a aussi à gérer l'ensemble des relations avec les occupants d'un immeuble, mais pas que. Il va gérer aussi les relations avec les partenaires, les prestataires, donc les fournisseurs, et élaborer le budget de son activité, d'en assurer le suivi. Et souvent, il a une équipe, donc là, il va avoir à l'animer, la manager et la motiver. En fait, un facility manager, à la base, il doit posséder de solides compétences en technique du bâtiment. Techniques de construction, normes et procédures réglementaires, la législation spécifique à la construction. Vous l'avez compris, il élabore son budget, il doit effectivement posséder des compétences financières. Et enfin, toutes les relations que j'ai nommées tout à l'heure, eh ben, il doit avoir effectivement une aisance relationnelle parce qu'il va avoir à négocier avec les prestataires, faire de la gestion de projets. Et donc, c'est un métier, pardon, qui nécessite des qualités d'organisation, de rigueur, d'autonomie et d'aisance relationnelle. Donc voilà rapidement ce qu'est un facility manager ou un responsable de services généraux ou de site. Et maintenant, je vais passer, je vais passer virtuellement la main à Guillaume Droulers, donc, qui est conseiller en immobilier d'entreprise chez Valteos. Donc, lui, diplômé depuis 2007, promotion 2007. Et comme il ne peut pas être présent et que je pense que ce métier-là peut vous intéresser, je vous propose de partager une vidéo rapide de présentation de son métier. Il n'y a pas le son. Alors, je départage et je repartage. Allons-y. Partageons, départageons, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, Bonjour, je m'appelle Guillaume Droulers. Je suis un ancien étudiant de l'IMSI. J'étais dans la promotion 2006-2007. Depuis la sortie de l'IMSI, je travaille dans l'immobilier d'entreprise. Donc, je vais vous présenter ce soir en quelques minutes le poste de conseiller en immobilier d'entreprise. Vous entendrez également parler du terme de broker. Clairement, si on prend un peu de hauteur, il s'agit d'un travail d'agent immobilier, sauf qu'au lieu de vendre ou de louer des appartements ou des maisons, on vend ou on loue des bureaux, des locaux d'activité ou des entrepôts. La particularité par rapport au métier d'agent immobilier dans l'habitation que vous connaissez, c'est que nos interlocuteurs sont des professionnels. Donc, nos propriétaires sont principalement des institutionnels, des banques, des assurances, des SCPI. Et quand nos clients sont des entreprises, donc on a affaire aux chefs d'entreprise, aux responsables juridiques, aux responsables financiers. L'avantage, c'est qu'on travaille ni le soir, ni le week-end. C'est plutôt agréable. Après, notre métier reste un métier d'intermédiaire, un métier de conseil. Notre objectif, dans un premier temps, c'est de trouver des mandats, trouver donc des produits sur lesquels on pourrait être mandaté. Une fois qu'on a établi un contact avec les propriétaires qui ont des surfaces vacantes, notre objectif, c'est de pouvoir communiquer sur ces offres de manière ensuite à avoir des prospects à qui on présente les bâtiments ou les plateaux de bureaux et avec qui on rentre en négociation. Donc négociation financière pour commencer, puis négociation juridique,
Voilà, c'est en gros le principe de ce métier. Si vous aviez des questions particulières, n'hésitez pas à revenir vers les organisateurs. Si vous avez des questions encore un peu plus pointues, vous pouvez me rajouter sur vos LinkedIn. Donc, je m'appelle Guillaume Droulers, société Valteos que j'ai créée il y a à peu près 10 ans maintenant sur le secteur de l'Est parisien et de Toulouse. Merci, bonne soirée. Voilà donc le témoignage de Guillaume. Et maintenant, Valérie, tu vas reprendre la main pour nous parler du prospecteur développeur foncier. Avec plaisir. Donc là, nous venons d'avoir des témoignages ou de vous présenter des métiers qui tournent autour de la gestion ou de la transaction, de la négociation de biens donc existants. Mais avant tout ça, en tout début de l'histoire, eh bien, ces biens, il va bien falloir les construire et avant de les construire, il va falloir trouver un terrain. Donc, on va parler des métiers de la promotion, qui sont les métiers qui interviennent avant la construction. Ça peut être quand on parle de promotion, ça peut être construire ou ça peut être aussi parfois réhabiliter un bâtiment existant pour le transformer. Et donc, on a le métier de prospecteur foncier ou développeur foncier, c'est le même nom. Lui, son objectif, c'est d'abord de rechercher des terrains à acquérir ou des terrains à bâtir ou des biens à rénover. Pour qu'on puisse effectivement construire un nouvel actif. Alors, pour ça, une fois qu'il a trouvé son terrain, il va falloir essayer de trouver à qui il appartient. Alors, quand il n'y a qu'un propriétaire, en général, bon, il va peut-être pouvoir le trouver assez facilement en allant se renseigner auprès de la mairie. Et parfois, ça peut être des gens qui, dans le cadre d'une succession, ont un terrain, ils sont à plusieurs dessus. Donc, il va falloir qu'il aille convaincre les propriétaires ou les propriétaires de ce bien de lui vendre le bien pour qu'il puisse effectivement, que ce bien puisse être acheté pour que derrière, on puisse imaginer faire une opération. Et puis, il va falloir qu'il se renseigne aussi, parce que avoir un terrain, c'est bien, mais en fait, on n'y fait pas ce qu'on veut. Il va falloir qu'il étudie de près ce dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le PLU, que le plan local d'urbanisme, qui va lui permettre de savoir si sur le terrain qu'il a trouvé, on a le droit d'y construire des biens d'habitation, on a le droit d'y construire un immeuble du bureau ou un centre commercial. Et là, c'est vraiment le PLU qui va lui donner les éléments pour savoir ce qu'on peut y construire. Donc lui, son métier, c'est vraiment de trouver les biens, de négocier donc les droits pour pouvoir acheter ce bien, et puis ensuite de passer la main au métier qui arrive derrière, qui est le chargé de programme, qui lui, une fois que la faisabilité de l'opération a été validée, va pouvoir monter ce programme qui va être construit. Merci Charlotte. Ah, on a un petit souci. Ah, merci. J'avais peur que le PowerPoint soit en train de bugger. Donc, le chargé de programme immobilier, alors il peut intervenir quand on est en promotion. On peut travailler aussi bien évidemment, pour construire dans le domaine privé, pour du logement privé, pour des bureaux dans le domaine privé, mais bien sûr, ça peut être du social, il y a la promotion dans le secteur social, parce que les HLM, pour les construire, il faut bien qu'effectivement, il y ait de la promotion. Bien évidemment, on peut être amené à travailler avec tous les partenaires qui sont les territoires, quand on va travailler également pour construire un hôpital, quand on va travailler pour construire également, ça peut être un lycée. Donc en fait, tout ce qui est promotion, on va être amené à travailler sur des programmes complètement différents en fonction de l'entreprise dans laquelle on va être. Le chargé de programme, lui, il a la responsabilité globale de tout son programme, c'est-à-dire qu'il doit valider et boucler tout son montage à la fois sur le plan juridique, sous quelle forme ça va être monté, sur le plan commercial, évidemment, comment on va séparer les lots, comment on va les vendre, etc. Il doit s'occuper du montage financier, parce que vous imaginez, quand on construit un immeuble, derrière, il y a des gros montages financiers à faire. Et puis, de respecter également sur le plan social comment ça va être organisé. Donc lui, il a vraiment la main là-dessus, sur tout le montage du programme immobilier. Il va travailler en coordination, bien évidemment, avec plein de métiers différents, que ce soit des notaires, des architectes. Il va travailler en relation également avec, bien sûr, il va choisir avec le propriétaire la personne qui derrière va construire, va réaliser le bien, donc va le construire. Et il est présent jusqu'à la livraison de l'ouvrage, jusqu'à ce que l'ouvrage soit complètement terminé et qu'il puisse être livré effectivement au propriétaire. Et puis, maintenant, je vais vous parler, on va aborder un autre métier, qui lui n'est pas obligatoirement lié au tertiaire, qui est le métier dont va nous parler Dimitri,
qui lui aujourd'hui est gestionnaire de patrimoine, qui est chantier de chez nous il n'y a pas si longtemps que ça, qui va nous parler de ses missions et nous expliquer voilà, ce qui lui plaît également dans son métier. Merci Dimitri. Donc déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci Madame Mir pour la petite transition. Donc je me présente, je suis Dimitri Douzou, moi je suis le responsable du pôle SCPI au sein de la société Homunity, qui est connue surtout pour l'investissement dans le financement participatif, qu'on appelle aussi le crowdfunding en anglais. Comme c'est indiqué, donc effectivement, je fais partie de la promotion 2018, donc je suis sorti il y a pas si longtemps que ça. Ça n'empêche qu'en 5 ans, on a le temps de faire une bonne partie de chemin sur différents axes d'investissement. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter du coup mon travail. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la gestion de patrimoine? La gestion de patrimoine, ce qu'on appelle en termes de métier le CGP, c'est ni plus ni moins que comprendre les attentes d'un investisseur, d'une investisseuse ou aussi d'une société, c'est-à-dire définir avec lui et surtout les comprendre, c'est surtout ça même le plus important, les enjeux et les besoins de cette personne. C'est-à-dire que comprendre les enjeux et les besoins, c'est par exemple préparer la retraite, s'endetter par le biais du crédit pour acheter par exemple des parts de SCPI, un appartement comme c'est indiqué devant vous, que ce soit du Pinel, du Girardin, du Malraux, etc. Et ça peut être également générer des compléments de revenus ou appliquer des lois de défiscalisation par rapport aux diverses solutions de placement qui existent sur le marché. Ce qui va être intéressant dans ce type de travail, et moi j'adore ce que je fais personnellement, c'est au-delà de mettre en place du relationnel et surtout on va dire de cerner, de comprendre les attentes des clients, c'est d'échanger avec eux. C'est-à-dire ça va être très clairement de discuter, de voir avec eux leur niveau de revenu, leur tranche d'imposition, le montant des impôts qu'ils payent, ce qu'ils ont comme projet de vie. Et ça, c'est très important parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité des clients avec ça, mais aussi encore une fois des sociétés, puisque la gestion de patrimoine, c'est pas destiné qu'à des particuliers, c'est aussi destiné à des entreprises. Ça va être aussi comprendre s'il y a des projets de mariage, s'il y a des projets d'achat de résidence principale, s'il y a des études à payer pour des enfants, est-ce qu'il y a de la dépendance de parents. Bon, tout ça, ce sont un certain nombre d'aspects un petit peu techniques dans lesquels je rentre. En somme, le client se met quelque part un petit peu à nu avec nous, et c'est ce qui nous permet d'appliquer un conseil sur mesure et adapté au plus grand nombre. Il y a certaines, tout à l'heure, il y a un des intervenants qui parlait des qualités qu'il faut pour faire ce travail. Moi, j'en ai listé 3. Le premier, c'est avoir de l'empathie, parce qu'il y a des gens qui engagent parfois les projets d'une vie, des projets d'un travail d'une vie. Il y en a qui font des investissements aussi suite à des héritages, donc des sujets un petit peu touchy à aborder. Il faut être également force de proposition. Ça, c'est un élément très important, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas d'avoir c'est pas d'avoir forcément une réponse sur le moment. Le but du jeu, c'est d'avoir vraiment, je dirais, un cadre défini et à respecter, c'est-à-dire comprendre, comme je le disais, les enjeux et les besoins des clients, leur faire des propositions et surtout les mettre en place, comme c'est le cas d'ailleurs dans certains des intervenants qui sont passés juste avant. L'écoute active aussi est super importante, c'est-à-dire que moi, la différence de d'autres professions, notamment le premier rendez-vous, puisque en général, vous avez un R1, ce qu'on appelle pour, on va dire, comprendre un petit peu la situation et faire un état des lieux, pour reprendre un terme qui va parler à beaucoup d'entre vous. Le deuxième rendez-vous, ça va être plutôt une proposition d'investissement, ou plusieurs dans le meilleur des mondes. Et le troisième, ça va être de voir bah, c'est simplement si le client ou l'entreprise souhaite y aller ou pas. C'est pour ça que l'écoute active est très importante, puisque si le premier rendez-vous est mal fait, si le premier rendez-vous est quelque chose qui est bâclé, bah, clairement, bah, la suite on va dire de la relation commerciale peut s'en avérer un petit peu affectée. Ce qui est intéressant dans la gestion de patrimoine, et si vous avez des questions à la fin, comme pour les autres intervenants, vraiment n'hésitez pas, c'est que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est concerné aujourd'hui ou demain par l'investissement, et l'investissement, ça prend une forme dès qu'on a quelques euros, quelques dizaines, centaines ou milliers d'euros à investir, que ce soit sur le financement participatif ou sur des sommes plus importantes sur de l'immobilier physique ou de l'immobilier, par exemple, pierre-papier, comme moi je fais. Et surtout, ça concerne aussi tout type de personnes au niveau d'âge, puisque moi j'ai déjà eu une cliente qui avait 17 ans, qui était en école de vétérinaire à Nice, qui était très très convaincue par le modèle de l'investissement SCPI, c'était déjà il y a quelques années, et qui, quand elle a eu 18 ans et quelques jours, m'avait recontacté pour investir. Donc ça touche vraiment tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir, je dirais, de compétences particulières.
Je pense que la confiance, en tout cas dans mon travail, est quasiment ce qui est le plus important. Et c'est ce qui fait après que les gens vous font confiance, qui reviennent, qui font de la recommandation, etc. Je terminerai pour refermer ma partie sur le fait que nous, actuellement, on recrute, on cherche 2 personnes en alternance sur des postes qui sont à pourvoir pour la rentrée prochaine, pour le mois de septembre, et que je mettrai mon email dans le fil de commentaires juste à droite sur laquelle vous pouvez me contacter. Voilà. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup, Merci. Dimitri. Donc, on va passer la main à Valérie qui va nous parler de l'expert immobilier. Voilà, je vais vous parler donc d'une dernière grande famille de métiers dans l'immobilier qui est le métier d'expert immobilier. Alors, l'expert, parfois, on le confond avec quelqu'un qui fait de la transaction parce que lui, il va évaluer des biens, mais il n'évalue pas du tout au même niveau que quand on est dans la transaction. Il va faire une évaluation. Ça peut être ce qu'on appelle du foncier, c'est-à-dire il peut être amené à évaluer, par exemple, des vignes, parce que la personne veut vendre des vignes, des forêts, parce que la personne veut vendre ses forêts. Il peut être amené à évaluer effectivement des terrains, et il peut être également amené à évaluer des biens construits, soit évaluer leur valeur en tant que valeur de vente, mais ça peut être également évaluer la valeur locative d'un bien. Lui, en fait, il va travailler, il va se former à travers différentes méthodes d'analyse et d'expertise, différentes méthodes d'évaluation, et souvent, c'est différentes méthodes qu'il va combiner pour arriver à l'évaluation d'un bien. Il a une très bonne connaissance, bien évidemment, juridique du bien qu'il va devoir évaluer, parce que ça peut être un bien commercial également. Il a une très bonne connaissance sur la fiscalité. Il connaît très, très bien le secteur et les montants de valorisation des biens du même type dans le secteur. Et il va rendre un rapport, il va travailler sur ce rapport, il va rendre c'est pas un petit rapport, il va vraiment passer par différentes étapes pour rendre un rapport important qui va permettre qui va permettre de valider la valeur de ce bien. Une partie importante des experts sont des experts judiciaires, c'est-à-dire qu'en fait la justice va faire appel à eux pour l'évaluation d'un bien, qui peut être par exemple le cas dans le cas d'une succession. Vous avez une famille, on en parlait avec un de nos intervenants qui est un expert, j'ai parlé avec lui à midi, il y a 3 sœurs, il y en a 2 qui se mettent d'accord pour qu'il y en ait une qui rachète la maison, donc ils veulent plutôt évaluer la valeur du bien en disant non, il vaut à peu près 170 000, et l'autre qui veut pas, mais qui veut vendre et récupérer l'argent, dit non, le bien vaut 270 000. Donc elles ne sont pas d'accord, donc le tribunal va dire d'accord. Moi, je nomme un expert qui, lui, va prendre les méthodes qu'il faut. Et le bien, il m'a dit le bien, réellement, sa valeur réelle, il a été évalué, et je l'ai évalué pour la partie judiciaire à 240 000 euros. Donc, on va vraiment faire appel à lui pour s'assurer que la valeur est la vraie valeur. Voilà, on en a parlé un petit peu. Donc, ça peut être aussi bien du sol que des biens. Et lui, son travail, il va soit travailler dans un cabinet d'experts, soit il va travailler seul. Ça se passe souvent comme ça. Il va souvent être appelé par aussi des compagnies d'assurance qui veulent avoir des évaluations de biens, des notaires qui sont des gros prescripteurs pour lui parce qu'ils vont parler de lui quand on a besoin de faire évaluer des biens. Donc, voilà les métiers d'expert immobilier. Marie, je te passe la main. Oui, Pour la en suite. fait, merci beaucoup Valérie. Je ne vais pas tous les lister, mais vous avez bien vu qu'à Bac+2, donc avec un BTS, on est plutôt sur l'immobilier d'habitation privée et sociale avec les métiers dont la plupart, on vous en a parlé. Au niveau du bachelor, là, on va être toujours sur l'immobilier d'habitation privée et sociale, mais sur des postes qui ont été qui se diversifient et qui se renforce. Et enfin, sur un master, là, on rajoute l'immobilier d'entreprise et avec effectivement des fonctions de management, d'encadrement, d'expertise. Donc voilà, donc c'était juste pour vous faire un petit focus sur tous les métiers et les secteurs que l'on aborde quand on intègre le secteur de l'immobilier. Donc, pour terminer, je voulais simplement, pour ceux que ça intéresse, vous donner rendez-vous sur nos campus. La semaine prochaine, sur Paris, le 15 juin, vous avez une porte ouverte à 17h30. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir nous voir. Pour Lyon et Toulouse, vous contactez directement l'école. Et enfin, je voulais vous parler donc des dernières dates de concours, parce que là, effectivement, les places se réduisent à cette époque de l'année.
Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour candidater. Et là, vous avez les dates. Donc, c'est vrai que le 16 et le 22 juin ne sont que pour les BTS, mais autrement, 14, 28, 11, 25, ce sont des dates pour quel que soit le cursus choisi, c'est-à-dire y compris aussi des BTS qui auraient loupé les 2 dates proposées. Donc, vous avez les dates pour Lyon et la date pour Toulouse. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et là, maintenant, vous avez vos contacts également. Et maintenant, c'est le temps de vos questions. Donc, surtout, utilisez, utilisez le chat. Donc, déjà, Dimitri, première question. Est-ce que vous prenez des alternants en reconversion? Ça veut dire aussi qu'ils ne sont certainement pas en âge d'être éligibles au contrat d'apprentissage, mais plutôt en contrat de professionnalisation. Peut-être. Ouais, alors je vous remercie pour la question. Oui, ça, à mon sens, ça pose pas de problème. Après, il faut évidemment étudier le profil et puis de façon très classique, on fait 1 ou 2 rendez-vous et puis on va dire si les parties sont alignées, effectivement, ça peut être une solution. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors aussi pour compléter au niveau de l'école, effectivement, on prend des salariés qui souhaitent se reconvertir dans les métiers de l'immobilier. Soit beaucoup se positionnent sur des niveaux bachelor, parce qu'effectivement le bachelor est un métier, est une formation qui permet de former aux 3 grands métiers dont on a parlé, gestion locative, gestion de copropriété et transaction, et que ce bachelor étant reconnu par l'État, il donne accès aux cartes professionnelles qui sont la carte de transaction et les 2 cartes de gestion. Donc, beaucoup de personnes, effectivement, se positionnent quand ils viennent se reconvertir, sur un bachelor pour apprendre tous les grands fondamentaux de l'immobilier sur une année. Est-ce qu'on a répondu aux qualités requises pour être un bon property manager? C'est pour Marie. Pour Marie. Oui. Alors, les qualités, alors déjà, je dirais l'organisation, parce qu'on est amené à avoir beaucoup de tâches, parfois dans un laps de temps assez réduit. Donc l'organisation, ça aide. L'écoute aussi, pas mal, parce qu'on reçoit beaucoup de mails ou d'appels de la part des preneurs. Prendre du recul, parfois même prendre beaucoup de recul parce que en gestion, donc sur le poste de property, mais plus généralement sur le poste de gestionnaire locatif, que ce soit dans le résidentiel ou dans le tertiaire, on commence à avoir beaucoup plus d'exigences en raison du marché actuel, soit de la part du preneur ou alors beaucoup d'exigences et parfois de difficultés avec la communication avec les preneurs. Donc, savoir prendre du recul sur notre travail. Et puis voilà, après, être un bon professionnel, c'est rester vous-même et être propre à votre conscience professionnelle. Voilà. Merci Marie. Donc, vous avez, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Charlotte vous a mis le lien pour vous inscrire, ceux qui souhaiteraient venir nous rencontrer jeudi prochain à notre soirée portes ouvertes. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui souhaiteraient vous inscrire. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on a été… Alors, comment s'inscrire pour passer les concours? Eh bien, vous allez sur notre site Youssef, et là, vous allez candidater, déposer votre dossier. C'est vraiment très, très simple. Donc, allez sur notre site, tout se passe via notre site. Le concours, comment ça se passe? Ben, vous avez, je vais un petit peu vous en parler. Vous avez des épreuves de QCM et un entretien oral, donc qui est important. Alors, on ne vous demande rien de technique sur l'immobilier, puisqu'on se doute que vous n'êtes pas encore peut-être dans le secteur de l'immobilier. Par contre, c'est un entretien plutôt de motivation. Donc, il faut le préparer, il faut préparer ses arguments pour nous persuader que vous êtes fait pour le secteur de l'immobilier, que c'est un vrai projet de vie pour vous, un vrai projet professionnel
et voilà, et nous donner envie par rapport à votre motivation de vous rendre admissible à notre école. L'asset manager ou le property est-il obligatoirement salarié d'une entreprise ou peut-il être à son compte? Alors, Valérie? pour ma part, j'ai toujours été salariée d'une entreprise. Je n'ai jamais connu de gestionnaire à leur compte dans toutes les entreprises que j'ai faites. Après, je ne sais pas si vous savez. Alors, en général, le property, il peut être soit il fait partie il est dans la structure de l'entreprise à qui appartient les actifs, soit en fait l'entreprise sous-traite à une société d'experts, de property manager, donc dans le métier de property manager, et en fait ils viennent travailler pour ce client en fait. Donc souvent ils sont, moi je n'ai pas connaissance de property qui est tout seul en fait. Soit il est intégré dans l'entreprise à qui appartient le bien, soit il gère pour le compte dans cette entreprise et donc il fait partie d'un, ah, je vais y arriver. Il commence à être tard pour moi aussi. Il fait partie donc d'une société extérieure qui gère pour le compte du propriétaire cette partie en gestion, qui a cette partie en gestion. Dimitri, alors, quel est le salaire moyen d'un gestionnaire de patrimoine? Très belle question importante. Non, non, blague à part, j'allais répondre en fait par écrit, du coup je retiens mon message. Globalement sur des gens qui sortent d'école, c'est-à-dire qui ont 1 an voire moins d'expérience, parce qu'il arrive parfois que quand on sort d'école, bah, on se trompe aussi d'orientation, et il n'y a absolument pas de mal à ça. Je pense qu'en termes de fixe, parce qu'on a 2 composantes dans notre activité, c'est en termes de fixe à peu près quelque chose comme 30-35 000 euros. Je parle vraiment encore une fois en sortie d'école. Et après, en variable, j'ai envie de dire, c'est propre à chaque entreprise. Nous, par exemple, sur des personnes qui sont sur ce profil, ce qu'on appelle des conseillers juniors, globalement, c'est un package d'à peu près ouais, 33, 35, 37. Ça va aussi dépendre de l'entretien, avec à peu près 10-15 de variables à l'année, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, un bon salaire quand même très rapidement et avec des possibilités d'évolution. Tout à fait. Chez SCC, recrutez-vous des alternants property actuellement? Alors, ne faisant pas partie du service RH, c'est un petit peu compliqué d'y répondre. Je sais qu'il y a des postes à pourvoir en alternance. En tant que property, on en a 4 en place qui sont d'ailleurs à l'IMSI. Il y en a une qui finit son contrat cette année et il y en a 3 l'année prochaine. Mais pour cette année, il vaut mieux vous rendre directement sur le site de la SCC et envoyer au mail au RH directement, qui sauront vous répondre, parce que je n'ai pas forcément les réponses sur les postes à pourvoir en ce moment. Bien sûr. Je sais qu'on a des offres de Paris Habitat. Après, il faut effectivement voir lesquelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, eh ben, Si, moi j'ai une question, en fait, j'étais en train de l'écrire. En fait, du coup, elle est de nouveau adressée à Dimitri. En fait, ma question, en fait, c'était pour savoir, pour une personne, en fait, qui désire faire un master l'année prochaine et qui, dans son alternance, veut faire gestionnaire patrimoine, qu'est-ce que vous conseillez, comment dire, qu'est-ce que vous conseillez, en fait, quelle recherche on pourrait faire, comment dire, pour se cultiver déjà dans le métier, pour avoir déjà quelques bases, en fait, dans le métier, histoire qu'on ne soit pas trop perdu. Je ne sais pas, est-ce que vous conseillez par exemple de s'intéresser aux placements qui sont les plus, qui sont le plus employés ou utilisés, je ne sais pas si j'emploie le bon mot, enfin, qu'est-ce que vous conseillerez?
Alors, ce que je peux dire de façon très claire, c'est que déjà, il faut se méfier d'Internet parce qu'on y trouve tout et son contraire, ça c'est certain. Moi, je sais qu'il y a un livre qu'on a acheté là il n'y a pas longtemps pour des nouveaux arrivants. Ça s'appelle L'investissement pour les nuls. Je fais pas de pub, mais c'est de Marc Fiorentino. Marc Fiorentino qui est une très belle référence dans notre activité. C'est un bouquin qui doit coûter, j'en sais rien, 20-25 euros. Et ça permet, si tu veux, d'avoir vraiment une vision assez panoramique déjà des solutions d'investissement qui existent. Ok. Dimitri, ton micro, Ah oui. ton micro, il est coupé. Ouais, effectivement. Mais je dirais que aussi important, si tu fais un master, c'est de prendre l'option gestion de patrimoine en master 2. Elle est utile. D'accord, ok, merci. Bon, eh ben, écoutez, j'espère qu'on a répondu, moi, à toutes vos questions, vos interrogations. Et puis, si ce n'était pas le cas, ben, on est là encore. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez besoin de compléments d'information. Peut-être qu'on se verra, ben, pour certains, jeudi prochain. À la soirée portes ouvertes. Peut-être qu'on se reverra pour ceux qui ont envie de candidater à l'IMSI. On en a déjà qui ont candidaté. Et effectivement, merci à tous, à tous les participants. Merci à nos intervenants d'avoir pris de votre temps et nous avoir fait. Pourquoi le micro n'arrête pas de se couper. Oui. Donc merci à tous en tout cas et je vous souhaite une très très belle soirée.